Monsieur Sola, monsieur des DSP, je vais donner tout de suite la parole à Boris Delacruz. Il va vous poser quelques premières questions. Boris, c'est à vous. Monsieur le directeur, on va peut-être attaquer par l'actualité. L'actualité, c'était la nuit dernière. Il y a quelques heures, une nouvelle fusillade a éclaté au quartier de Val-de-Gour, avec un blessé. On ne fait pas encore, l'enquête est au début, on ne fait pas de lien formel avec le trafic de stupéfiants. Et pourtant, le trafic de stupéfiants dans les quartiers dits populaires des villes gardoises, c'est un véritable phénomène, un véritable fléau. Comment vous luttez en fait contre ce trafic qu'on a l'impression de voir en permanence sous nos yeux? Bien, comment nous luttons contre ce trafic, M. Delacruz? On lutte contre ce trafic déjà par une présence dans les quartiers, dans les quartiers de tous les instants, de jour comme de nuit. Donc par un contact permanent avec la population, je pourrais y revenir ensuite, et puis bien évidemment par les enquêtes judiciaires sur lesquelles nous faisons un très très gros travail. Bon, comme vous le savez, il y a des réseaux qui sont régulièrement démantelés. Nous avons également donc, des saisies qui sont régulièrement effectuées, sans rentrer dans le détail, mais on a quand même un gros travail qui est effectué sur ce sujet. La difficulté, je crois que la procureure de la République, Mme Jansac, vous en a parlé également lorsqu'elle est venue, c'est que véritablement, il y a un durcissement du trafic, ça c'est évident, sur lequel des services spécialisés comme la PJ travaillent, mais il y a clairement un durcissement du trafic depuis quelques années, on l'observe, avec des phénomènes qui commencent à ressembler à ce que l'on peut rencontrer dans de très grandes agglomérations. Des interpellations, justement, des grosses affaires résolues notamment par la Sûreté départementale de Nîmes, avec PIS 20, ce qu'on a appelé PIS 20 et PIS 22, mais j'allais dire 1 heure, 2 heures, quelques jours après, le trafic est à nouveau là avec de nouvelles équipes. Quel est le moyen de vos services, en fait, pour permettre à la population de vivre tranquille dans ces quartiers? Parce qu'en fait, les véritables victimes, c'est les gens qui ont envie d'être tranquilles dans ces quartiers et qui voient des guetteurs sur les toits de la médiathèque de Pissevin ou en pleine journée des hommes armés et munis de cagoules qui déambulent dans les rues. Comment vous luttez contre ça? Alors c'est le véritable drame justement de cette situation, c'est que nous avons une population qui est en quelque sorte un peu prise en otage. Donc notre rôle à nous, c'est d'être présent, de la rassurer, de capter l'information sur ce qui se passe dans les quartiers, d'être au contact permanent, de manière à pouvoir adapter notre présence tout le temps sur le sujet. Donc être présent aux abords de la médiathèque, comme nous le faisons, être présent dans les quartiers de jour comme de nuit, comme nous le faisons, de manière à détecter en permanence, tous les axes d'amélioration de notre action. Et il y a de nombreux quartiers qui sont pointés du doigt depuis maintenant de nombreuses années, j'allais dire, pas uniquement à Nîmes, mais à Alès aussi et à Bagnols également. Je pense en particulier au quartier des Escanaux. Mais en fait, est-ce que vous ressentez, est-ce que vous avez perçu que le trafic aujourd'hui se faisait aussi en dehors de ces quartiers? Il y a des gros points de deal, mais il y en a plein de petits dans le centre-ville, par exemple. Est-ce que vous le constatez, ça? Oui, mais pas forcément récemment. On a l'habitude de croire que le trafic se passe uniquement dans les quartiers périphériques. C'est une réalité. Et vous avez bien fait de le souligner, pas uniquement dans les grandes villes, puisque Alès notamment est touché. Bagnols-sur-Cèze est également touché. On a les mêmes thématiques, les mêmes types de fonctionnement donc dans ces quartiers-là. Mais le trafic de stupéfiants, il a lieu aussi sur d'autres sites, notamment les centres-villes. Donc on a tout un secteur sur la partie nord Gambetta notamment qui est très touché. Avec un trafic qui est installé, qu'on démonte régulièrement. On a déjà eu des affaires de reprise. On a redémantelé à nouveau, mais ce n'est pas uniquement dédié ou lié au quartier périphérique. On va aborder à présent, si vous voulez bien, la question autour de la sécurité routière. Je donne la parole à Corentin. Oui, 59 personnes ont perdu la vie sur les routes gardoises, dont 10 piétons, un record historique. Comment peut-on l'expliquer ? Alors, en ce qui nous concerne, sur les circonscriptions de sécurité publique, donc je rappelle qu'il s'agit de Nîmes, qu'il s'agit donc de la circonscription d'Alès qui comprend 2 communes, Alès et Saint-Christol-les-Alès et Bagnols-sur-Cèze. Effectivement, le phénomène que nous avons rencontré l'an dernier, c'est une augmentation donc, du nombre de tués, mais parallèlement, une baisse du nombre d'accidents
et une baisse du nombre de blessés. Donc ça veut dire que les accidents moins nombreux ont des conséquences bien plus graves que par le passé. Est-ce qu'on a une explication à ce phénomène ? Et justement, c'est bien ça la difficulté. Donc, des explications, on a parfois, malheureusement, des comportements individuels, des choses qui sont totalement imparables. Bon, par exemple, un monsieur qui, en vélo électrique, circule, touche une bordure de trottoir, tombe, ne porte pas de casque et donc décède. Donc, si vous voulez, la présence, la sensibilisation sont une chose, mais on s'aperçoit que parfois, on a le delta, qui est celui du comportement individuel, contre lequel, là, on ne peut pas lutter. Il y a des contrôles aussi, je pense qu'on peut parler aussi des contrôles routiers, parce qu'ils se multiplient depuis des années. Quels sont les comportements les plus à risque que vous avez identifiés ? Alors, les comportements les plus à risque, c'est un petit peu de la palissade, on les connaît, la vitesse, bien évidemment, les non-respects de priorité. On a également la conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de stupéfiants aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on rencontre aussi de plus en plus. Est-ce que les stupéfiants ont plus augmenté par rapport à ce que vous constatiez les dernières années, oui, qui est quasiment à hauteur que l'alcool ? On va être très clair là-dessus, c'est quelque chose qui est en train d'augmenter, de progresser, et qu'on observe, c'est un phénomène que nous observons maintenant depuis un certain nombre d'années, oui. La conduite sous stupéfiants, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus régulièrement. Boris. Un nouveau phénomène aussi, au volant ou en dehors, un phénomène festif autour des jeunes, le protoxyde d'azote. C'est quelque chose qui arrive, dont on entend parler régulièrement depuis quelques mois, quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Est-ce que vous avez constaté, vous, effectivement, une recrudescence liée au protoxyde d'azote ? Et comment vous faites, en fait, aussi, c'est ma deuxième question, si vous le permettez, pour lutter contre ce phénomène ? Parce que il n'est pas interdit, le protoxyde d'azote. Non, le protoxyde d'azote n'est pas interdit. Et c'est un vrai sujet de préoccupation parce que le protoxyde d'azote, c'est quelque chose qui maintenant s'invite, je dirais, sur tous les aspects liés à la sécurité. Donc, la sécurité routière, certes, mais pas que. Puisque le protoxyde d'azote a des effets qui sont quand même perturbants sur le comportement donc, des individus. On trouve effectivement ce sujet sur la sécurité routière. On le trouve aussi dans la vie de tous les jours, sur sa capacité à développer l'agressivité des personnes, à être au cœur, je dirais, parfois de différends, de conduite agressive vis-à-vis du voisinage ou autre. Donc c'est un véritable sujet. Et sur la sécurité routière, même s'il n'est pas interdit, nous avons un angle d'attaque, c'est-à-dire que nous le traitons comme une conduite en état d'ivresse manifeste. On est capable de déceler. Capable de le déceler. On a parfois des indices, le fait de découvrir justement le ballon, la bonbonne de protoxyde dans la voiture, etc. Il nous arrive parfois aussi d'interpeller des conducteurs qui conduisent en sniffant un ballon. Ça, c'est déjà arrivé, c'est régulier. Corentin, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, de ce qu'on parlait, mais de manière pour aller un peu plus loin aussi, concernant les délits de fuite et les policiers blessés en intervention, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu là-dessus ? Alors, les délits de fuite, on va parler plutôt de refus d'obtempérer. Donc les refus d'obtempérer, c'est des situations dans lesquelles vous avez des gens qui refusent justement d'obtempérer par rapport à une demande donc, des services de police donc de s'arrêter. Faut pas se leurrer, le refus d'obtempérer, c'est souvent lié à autre chose. C'est lié souvent à l'absence de permis de conduire. C'est souvent lié aussi au défaut d'assurance. Et ça, ce sont des phénomènes donc, qui augmentent. Et on a parfois, et de plus en plus, le cas de conduite de véhicules par des mineurs. On a encore eu 2 cas, pas plus tard que les nuits précédentes, donc avec des mineurs qui prennent, dans certains cas, le véhicule de papa et qui, fatalement, n'ont pas forcément envie de se faire interpeller. Donc ça, c'est un phénomène réel. Avec des conséquences importantes dans cette affaire-là en particulier, puisque il y a quand même une perte de contrôle de conduite, 2 véhicules qui ont été percutés, un policier également, je crois, qui a été légèrement blessé. Un policier qui a été légèrement blessé, mais Dieu merci d'ailleurs, parce que là pour le coup nous avions un véhicule de forte cylindrée, un véhicule plutôt imposant et important, qui aurait pu causer des dégâts très graves. Boris, je vous redonne la parole. On va parler notamment des violences intrafamiliales. Mais pour le moment, je donne la parole à nos sociétaires. Julien Devez, d'abord, votre question à notre invité. Oui, moi je voulais savoir où on en était de la délinquance des mineurs et de leur suivi. On sait que c'est une délinquance qui est difficile à traiter, avec souvent une difficulté à interpeller
les services de la justice sur ces questions-là. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Et je crois savoir qu'un référent parcours sur les mineurs ayant fait l'objet d'un rappel à l'ordre, notamment parfois dans le cadre de certains dispositifs municipaux, doit être mis en place prochainement. Où on en est de ce dispositif et comment vous appréhendez cette délinquance aujourd'hui? Monsieur Sola. Alors, vous parlez du dispositif, oui, j'en ai entendu parler aussi. Son contour, à ce stade, je ne le connais pas encore. En revanche, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, la délinquance des mineurs, c'est un sujet donc important, mais c'est un sujet qui, pour l'instant, je dirais par rapport à d'autres départements de même strate, reste curieusement, même si la délinquance des mineurs est un sujet dont on parle beaucoup, notamment sur ce que l'on appelle la délinquance de voie publique, nous avons une part de délinquance qui est légèrement inférieure à ce qu'on pourrait rencontrer dans des départements de même strate. Bon, en revanche, ce qui est clair, ce qui évolue sur la délinquance des mineurs, c'est le positionnement de cette délinquance par rapport au type de fait. C'est-à-dire qu'on observe de plus en plus donc, une part donc, des mineurs dans la délinquance d'appropriation, ça c'est un fait, dans la délinquance violente de plus en plus, et aussi on va dire un peu dans une délinquance occulte, c'est-à-dire notamment tout ce qui est stupéfiant, etc. On a de plus en plus de mineurs qui servent de guetteurs, de plus en plus de mineurs qui sont impliqués dans le trafic, tout simplement pourquoi ? Parce qu'en termes de risque pénal, le risque pénal est moindre. Voilà. Donc cette délinquance de mineurs, c'est un vrai sujet de préoccupation. Et ça part dans la délinquance, même si elle reste, on va dire, relativement stable et inférieure à ce qu'on peut rencontrer dans d'autres départements, elle est quand même très importante. Jean-Baptiste, votre question à notre invité. Oui, monsieur le directeur, ma question elle concerne quelque chose dont on n'a pas entendu parler, heureusement, depuis longtemps, c'est la menace terroriste. Je sais que le département du Gard était malheureusement très touché. Nous étions de mémoire, il y a quelques années, dans le top 15 des départements où était recensé le plus grand nombre de fichiers S. Je veux savoir si c'était quelque chose où est-ce que c'en était la lutte, si c'était quelque chose qui, malgré l'actualité brûlante sur d'autres sujets, vous inquiète encore, vous préoccupe. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous dévoiler l'action de nos services, parce que là, on est dans le domaine du renseignement, et je ne vais pas pouvoir vous en parler plus que ça. Néanmoins, des chiffres peut-être aussi. Non, je ne vais pas pouvoir vous donner de chiffres. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que oui, clairement, le département est un département qui est un département sur lequel il y a une attention particulière par rapport à cette thématique-là, par rapport à la thématique de la radicalisation surtout, ça c'est un fait. Mais c'est un département sur lequel, bien évidemment, nous sommes extrêmement attentifs sur ces thématiques-là. Le terrorisme, la radicalisation sont quand même des choses qui restent, et pas seulement le terrorisme lié à la radicalisation, ce sont quand même des sujets qui, au niveau national, sont toujours prégnants sur l'ensemble du territoire et prégnants aussi sur ce département. Boris, je vous redonne la parole. On parle des violences intrafamiliales et peut-être des dispositifs aussi qui sont mis en place par les forces de police dans le département. Vous travaillez de plus en plus sur les violences conjugales, intrafamiliales. C'est une volonté d'État, une volonté de nos gouvernants de cibler, en tout cas d'essayer d'apporter une réponse pénale aux victimes d'infractions intrafamiliales. Vous avez un service dédié. Comment vous travaillez en fait sur ce phénomène? Oui, alors sur les violences familiales, bien évidemment, c'est un sujet qui est devenu extrêmement prégnant, notamment depuis le Grenelle, donc il y a quelques années maintenant. Et c'est un sujet qui, justement, par rapport à l'accent qui a été mis sur celui-ci, est devenu encore plus important parce que, fatalement, on a vu arriver, grâce à une meilleure capacité de révélation, bien sûr, plus de plaintes, plus de demandes, plus... il y a des victimes qui se sont révélées alors qu'elles ne se seraient pas révélées il y a quelques années. Alors, bien évidemment, oui, nous avons des services spécialisés. Nous avons un service spécialisé dans chaque commissariat, donc la brigade de protection des familles. Ce service-là, il est composé de gens qui, en général, sont formés par rapport à l'accueil des victimes et par rapport surtout au traitement de type de procédure, parce que ce sont des procédures quand même bien spécifiques en termes de traitement. Et nous avons dans chaque service un dispositif d'accueil intégré. Déjà, lorsque vous avez une victime qui se présente donc, dans un service de police, donc il y a un système de code couleur. En fait, lorsqu'elle se présente à l'accueil, orange ou bleu, si la personne désigne un code orange, c'est qu'elle souhaite la confidentialité de la révélation de ce pourquoi elle vient. Donc à ce moment-là, on l'écarte
et on la reçoit à part l'individualité, de manière à ce qu'elle n'ait pas devant tout le monde à l'accueil à dire ce qui lui arrive. Donc ça, c'est un dispositif qui est national, que nous avons mis en place ici. Bien sûr, il y a le dispositif après de prise de plainte, en bureau individualisé s'il y a besoin, et nous avons ce qu'on appelle un accueil intégré. C'est-à-dire que dans les services de police, en tout cas pour reprendre l'exemple de celui de Nîmes, quand vous arrivez à l'accueil au commissariat central de Nîmes, vous avez l'accueil avec ce dispositif que j'ai indiqué, code orange ou code bleu, et ensuite, donc, vous avez au même niveau, parce que le but, c'est de ne pas avoir à faire bouger la victime dans plein de services. Vous avez un dispositif avec une psychologue dédiée aux victimes. Vous avez ce qu'on appelle un intervenant social en commissariat qui va après, donc, si vous voulez, on a la plainte, on a le suivi psychologique de la personne et on a le suivi social avec l'intervenant social en commissariat. Et nous avons aussi un dispositif juridique d'assistance puisque nous avons une permanence du CIDFF qui est présente tous les lundis chez nous. Donc avec des rendez-vous, il y a une juriste qui est présente donc au commissariat central. Ce dispositif n'est actif qu'à Nîmes. On ne l'a pas encore dans les autres circonscriptions. Mais nous avons véritablement ce que l'on appelle un accueil intégré des victimes. Et il y a une volonté de l'élargir, je présume, sur les territoires alésiens, Bagnoles, etc. Ça peut s'imaginer, ça peut s'envisager. Corentin, vous avez une réaction là-dessus? Oui, notamment sur les violences conjugales, parce qu'on le voit, alors pas forcément dans le Gard, au niveau national, mais on a des exemples avec parfois des situations où les victimes disent les policiers n'ont pas forcément pris ma plainte ou ça n'a pas débouché sur quelque chose de concret. Comment vous réagissez par rapport à ça et comment ça se passe pour vous dans le Gard? Alors, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise appréciation d'une situation, ça je suis bien d'accord avec vous. Mais en revanche, on fait véritablement le maximum pour écouter les victimes, pour les recevoir. Et c'est véritablement un sujet sur lequel maintenant les personnels sont très sensibilisés. Et on prend de toute façon, on prend systématiquement des plaintes. Voilà, donc les choses sont claires. Donc le parquet sur ce sujet est extrêmement strict. Si la personne ne voulait pas déposer plainte, auquel cas c'est acté de toute façon. Donc ce dispositif-là, maintenant, est véritablement très, très encadré. On va dire un dernier mot sur les priorités, les enjeux pour la police pour 2023. Boris, vous vouliez dire peut-être un mot également sur les manifestations, sur la réforme des retraites, sans rentrer dans le détail bien évidemment, mais l'idée était... Allez-y Boris. Les villes gardoises, effectivement, ont connu quelques journées de mobilisation. On va en parler avec le général juste après aussi. Comment ça s'est passé pour vous en zone police à Nîmes, Alès et Bagnoles? Alors, nous avons cette chance jusqu'à présent d'avoir des manifestations qui, globalement, se sont bien passées. Bon, il y a toujours des petits incidents ou des petites choses, mais on va dire que pour l'instant, nous en sortons plutôt bien par rapport à ce qu'on peut observer dans d'autres départements. Un mot sur les priorités des actions de la police pour 2023 et puis peut-être plus largement, même si on en parlera tout à l'heure, sur la coopération avec les services de gendarmerie, mais sur la coopération que vous menez aussi avec les autres services de sécurité et de secours. Très bien. Donc, alors, sur les priorités, il y a un point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, donc je saisis l'occasion. Je vous en prie. Puisque M. Corget avait évoqué la question des policiers blessés. On n'en a pas parlé. Policiers blessés, c'est un vrai sujet de préoccupation. Nous avons des policiers qui régulièrement, lors de leurs interventions, sont blessés. Alors, peut-être un petit peu moins l'année dernière que l'année d'avant, mais la principale caractéristique sur l'année dernière, c'est que les policiers, maintenant, sont blessés, bien sûr, à Nîmes, mais pas que. Nous avons aussi de plus en plus de blessés dans les circonscriptions. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que maintenant, un commissariat de police n'est plus un sanctuaire. Parce que nous avons aussi des policiers qui sont blessés en service dans le commissariat. Ce sont des choses qui arrivent. On a sur des gens qui viennent porter plainte ? On a parfois des fonctionnaires qui sont blessés par des gens qui sont en audition. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Et oui, pour répondre à votre question, pas dans le Gard. Mais ça m'est déjà arrivé par un individu qui déposait plainte et qui n'appréciait pas la manière dont était traitée son affaire et qui s'en prend aux policiers. Donc les policiers sont blessés dans leurs actions sur la voie publique, mais pas que. Et pour rebondir sur le sujet, les interventions, notamment dans certains secteurs, clairement, deviennent de plus en plus difficiles, notamment.
Voilà. Sur les priorités, les priorités, elles sont priorités traditionnelles, c'est-à-dire, bien évidemment, assurer la sécurité de nos concitoyens par une présence accrue. Cette présence, on réussit à l'adapter parce que nous sommes réformés en termes d'organisation. Je crois que j'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer sur ce plateau. Tout à fait. Bon, avec des modes organisationnels qui nous permettent de ménager davantage de présence sur la voie publique. Vous parliez tout à l'heure de la sécurité routière avec les policiers sur le bord des routes. Les policiers sur le bord des routes, il n'est pas là uniquement pour faire de la verbalisation, etc. Il est là aussi pour éventuellement détecter les mouvements de malfaiteurs, pour éventuellement interpeller des gens qui n'ont qu'une envie, c'est fuir la police. Donc, c'est le b.a.-ba du métier de policier, la présence. Et indépendamment de ça, en termes de priorité, bien évidemment, la lutte contre les stupéfiants, la lutte contre la délinquance d'appropriation, les cambriolages qui sont une vraie problématique, la lutte contre la délinquance violente. C'est pour cela que l'alpha et l'oméga de ce dispositif, c'est clairement la présence sur la voie publique. Moi, j'avais une toute dernière question. Ça fait quelques années maintenant que vous dirigez la police du Gard. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont évolué dans le mauvais sens dans notre département? Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que vous avez l'impression que notre département est plus violent qu'il y a quelques années? Alors, ce département est clairement violent. Ça, on ne peut pas le dire autrement. C'est un département qui, sur les violences, ce qu'on appelle les violences non crapuleuses. Violences non crapuleuses, clairement, ça évolue à la hausse, on va être clair là-dessus. Mais ça évolue à la hausse parce que nous avons des gens qui, maintenant, ont peut-être plus de difficultés à vivre ensemble, à se supporter, on va le dire comme ça. Donc ça, c'est clairement une caractéristique de ce département. Voilà. Donc, et ensuite... nous avons en revanche, sur la capacité, je dirais, à vivre ensemble, ça c'est clair, il y a une difficulté qui amène des violences. Mais en revanche, sur la violence dite crapuleuse, c'est en revanche un phénomène qui se stabilise à un niveau relativement bas. Alors que par le passé, c'était un type de délinquance qui était véritablement endémique dans ce département. Et là maintenant, la violence liée à l'appropriation, la violence crapuleuse, c'est quelque chose qui est relativement stabilisé. Merci Jean-Pierre Sola d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans tous les sens, il y avait des questions ce soir.